Bon après-midi tout le monde, bienvenue sur les ondes de Effets sonores, sur les ondes de CISM, l'émission où tous les genres, tous les styles sont permis tant que ça fait effet. Eliane avec vous au micro pour cette semaine car Jean est en réunion familiale. Salut Jean, mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Stéphanie, une habitude de l'émission. Exact. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, première fois qu'on est ensemble. C'est vrai. Une habitude de l'émission, mais on n'avait pas eu la chance de se côtoyer ici dans les studios. Puis je pense que c'est la première fois depuis le début d'Effets sonores qu'on est un duo féminin, qu'on est exclusivement des filles derrière le micro. Go les filles, on en fait jouer beaucoup, mais c'est la première fois que là, on va être juste deux filles pour un sujet qui, vous allez voir, peut sembler masculin au départ parce que moi, je voulais parler d'album live qui est associé à l'univers du rock, même du classic rock, je dirais, avec beaucoup d'artistes masculins. Mais on va aussi prendre une twist pour aller un peu plus large, parler de ce qui est de plus en plus, dans les dernières années, ce qui a pris plus de place que les albums live, c'est-à-dire les prestations live du style Tiny Desk, QPXQ, je sais jamais comment le prononcer. KXP, je pense. Oui, KXP. Jean, il me corrige toujours, il dit à ma place normalement. Fait que c'est prestations web qu'on regarde sur YouTube ou pardon de modèle puis qui deviennent plus emblématiques que le live avait. L'influence du live à l'époque. Sur album, là, des fois, il y avait des vinyles live, des CD live. Ça, j'avoue que je suis pas une grande consommatrice de ce genre d'album-là. On dirait que je vais tellement voir de shows que je suis comme, on dirait que j'ai pas besoin de réécouter ce que j'entendais. Puis des fois, le son est comme moyen bien balancé. Fait que là, t'entends super fort les applaudissements. Puis c'est un art. C'est un art, puis j'espère que je vais réussir à te convaincre. Parce que moi, j'ai un lien affectif avec les albums live. Puis ça part d'un show des Rolling Stones que j'ai vu en 2016. C'est tout ça, non, 2006. J'avais 16 ans, mais c'était en 2006. Puis, écoute, tu sais, j'étais ado, fait que j'ai comme tellement vécu plein d'émotions d'aller voir ce spectacle-là. Puis après, la seule chose qui me faisait du bien à réécouter, c'était des albums live des Rolling Stones. Parce que ça me mettait dans l'ambiance. Puis j'avais envie d'en parler aussi cette semaine parce que, ça fait 50 ans de Peter Frampton Comes Alive, qui est l'album live qui a le plus vendu. Puis aussi, je suis tombée sur un TikTok d'un gars qui proposait des albums à écouter quand tu reçois des gens chez vous. Puis il m'a fait découvrir un album des années 60, en tout cas paru des années 80, mais enregistré dans les années 60. Puis je suis complètement aussi, encore là, tombée en amour avec l'approche live de ce style musical-là. Je vais en parler plus tard. Puis je me suis mis à écouter la liste de Rolling Stone des meilleurs albums live en faisant des casse-têtes pendant le congé pascal. Fait que j'en ai mangé des albums live, puis j'avais envie d'en parler. Que ça va être la première partie de notre show d'aujourd'hui. Exact, oui. Puis ensuite, on va tergiverser vers les prestations web, puis on va avoir une bonne transition là, en parlant des MTV Unplugged, qui fait vraiment le pont entre ces deux univers-là. Fait que si je commence avec les albums live, par un bref historique, là, ça commence quand? Ça commence surtout dans l'univers jazz des années 50-60 à New York. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y a comme une niche, puis il y a de plus en plus d'amateurs qui veulent entendre du jazz. Puis il y a une des manières pour les musiciens jazz d'enregistrer qui est abordable puis qui est accessible, c'est de le faire live en studio. Puis pas en studio, live dans les bars. Dans les bars. Ouais, live dans les bars parce que mais c'est ça peut coûter cher, mais aussi il y avait des contraintes raciales. Il y a les musiciens noirs étaient parfois pas acceptés dans les studios. Fait que s'ils voulaient publier de la musique par les studios, ça se faisait bien. Puis le jazz prêtait bien à l'enregistrement live parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup d'interaction avec la foule. Fait que les premiers types d'enregistrements, il y en a eu avant de blues puis de musique plus classique, mais c'était à des fins d'archives puis pour mieux étudier puis documenter la musique. Mais là, c'était fait pour être vendu, mais ça restait encore dans la niche de jazz. Fait que c'était pas des succès commerciaux débile mental. Sauf que, tu sais, il faut vraiment en discuter, puis on pourrait faire une émission au complet sur les albums jazz live. Ça sera pour une prochaine fois. On a encore plein d'émissions pour en parler. Fait que là, je vais tout de suite bifurquer à celui qui a rendu les albums live super populaires, puis que les gens de l'industrie se sont rendus compte qu'ils peuvent faire de l'argent avec ça. C'est nul autre que James Brown. En 1962 avec son spectacle Live at the Apollo. Puis c'est lui qui s'est battu pour faire son album live parce qu'il disait dans les studios, je peux pas être l'artiste que je suis, tu sais. Puis qu'est-ce qui est capturé de moi, c'est pas mon essence, tu sais. Moi c'est en spectacle qu'on peut vraiment saisir. Exact, avec les musiciens, avec la foule. Fait qu'il l'a financé lui-même parce que personne croyait à ce projet-là. Il se disait quel genre de personne va vouloir acheter un album avec des pièces qu'ils ont déjà entendues, tu sais, qui ont sur d'autres albums, puis en plus avec une qualité moindre.
Fait qu'il a financé lui-même, puis ça a connu un grand succès. Puis c'est vrai que là, il a élargi son public aussi parce qu'il y a des gens qui sont tombés en amour avec son univers, qui entendaient pas quand c'était des albums studio. Fait que ça, ça fait aussi en sorte que selon le Rolling Stone Magazine, cet album-là, c'est le meilleur album live qu'il a jamais écouté, puis qui a jamais existé. Puis je vous conseille fortement de l'écouter. C'est une expérience en soi. C'est vraiment le fun. Il fait des cris d'animaux. C'est vraiment cool. Ça donne l'impression, ça capte bien l'énergie de la foule, mais aussi l'énergie de James Brown. C'est bien balancé pour un album comme ça. Avec la foule? Quand même. Ouais, okay. Quand même. Dans les albums live, il y a un présentateur, il y a James Brown. On n'entend pas nécessairement leur réponse claire. Il y a des albums qu'on l'entend plus, pas dans celui-là. Mais oui, c'est ça, tu sens l'énergie. Puis que je vous le conseille fortement. Puis là, ce que je voulais vous faire entendre, c'est pas James Brown, c'est un autre chanteur soul mythique légendaire, c'est Sam Cooke, qui lui aussi a enregistré un album en 1963 pour faire un peu comme James Brown, en prenant la même idée. Puis c'est encore plus intéressant, je trouve, Sam Cooke, parce que lui, il avait une image plus lichée, plus lisse, là, qu'on pourrait dire, dans un très apprécié d'un public blanc, un style plus convenu. Puis en 1963, il a enregistré l'album Live at the Harlem Square Club en Floride devant un public entièrement noir. Puis là, on a vu une autre couleur de Sam Cooke qui était une voix plus éraillée, moins polie, moins lisse, mais qui incarne le soul. Fait que c'est qu'est-ce qu'on va aller écouter à l'instant. Je vais le partir tout de suite, la chanson, parce que au départ, il y a comme 1 minute où il interagit avec la foule, puis j'étais pas capable, je suis pas genre pour le montage, fait que j'étais pas vraiment capable de le changer. Fait que attends, je vais essayer de le partir puis qu'on puisse continuer à parler en même temps. Ça fonctionne-tu si je fais ça? On s'entend? Je vais baisser un peu la musique. Je pense pas que je vais être capable, mais soyez patients. Dans 1 minute, ça va exploser. On va entendre Sam Cooke chanter une Bring It On Home To Me. Go, Sam! You sent me. That's what I want to tell you, baby. You sent me. You sent me. Oh, no. Honest with you. I tell her, listen here, baby. I want you to listen to this song right here for me. Got to say how I feel right now. This song don't tell you how I feel. I know you've been gone away from me a long time, but listen, baby, if you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me, bring your sweet love, bring it on home to me, yeah, yeah. I gotta tell you this, baby. Don't you know that I'm mad? Ha ha ha! When you left, oh, but I know that I only hurt myself. Oh, why don't you bring it to me? Bring that good loving, baby. Bring it on home to me. Yeah, yeah. Listen, I gotta be a man to tell you this, honey. Look, I'll give you jewelry. I'll give you some of that money too. But listen, oh, that ain't all Sam will do for you. All you gotta do is bring it to me. Bring that good loving, baby. Bring it on home to me. I gotta tell you this, though, this is important. Listen to me. Don't you know that I'll always be your slave till I'm buried in my grave. But while I'm living, bring it to me. Bring that good loving, baby. Bring it on home to me. One more thing I gotta tell you. Listen to me right now. You know that I tried to treat you right.
What did you do? Oh, you stayed out. You just stayed out late at night. I don't care who you was with. Bring it to me. Bring all that good loving, baby. Bring it on. Everybody's with me. Everybody's with me tonight. Look, listen. Let me hear you say yeah. 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 You with me? Yeah. Say yeah. Yeah. Oh. Bring it to me. Bring that good love. That sounds pretty good to me. I want you to do that for me one more time. You gotta do that for me one more time, huh? Let me hear you say yeah. 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 Say yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, bring it to me. I better leave that alone. And bring it all home to me. Yeah. Bring it to me. Bring it all home. Bring it all home. To me. Bring it all home to me. He's an old weapon. Coming at you right now, ladies and gentlemen, the Tom Tom Club. So check it out. OK, je pense qu'on est de retour en ondes maintenant. Il y a eu un peu de confusion. On a entendu Sam Cooke avec son super spectacle live au Ireland Club. Désolée pour la petite minute d'introduction, mais c'est ça, un album live, ça fait partie de ce qui est agréable. Moi, je préfère les albums qui sont dans l'entièreté un spectacle. Il y a d'autres artistes qui vont aller prendre pièce par pièce des chansons enregistrées dans différents spectacles. C'est ceux qui ont le meilleur son, mais ça perd un peu de la nature de l'album live de juste écouter c'est vrai, d'avoir le vrai pacing du show avec tu sais. Ouais. Puis là, comme j'ai fait skip, j'ai tout mélangé les chansons pour que je les rajoute. Steph, est-ce que t'en dis de nous parler un peu directement? On va revenir à l'univers des spectacles live. On a mis la table. Puis là, je voudrais que toi, tu nous parles de la genèse des spectacles web. Je sais que tu as fait de la recherche, tu t'es tombé dans le rabbit hole de ce type d'exercice-là. Oui, quand tu m'as proposé le sujet d'entrée de jeu, je t'ai dit, ouf, album live, je pense pas que je vais pouvoir contribuer, mais prestation live sur le web, j'en ai quand même regardé pas mal, puis là, c'est ça, je suis retombée dans l'univers de ça, fait que je me suis dit, tiens, retournons au début où tout a commencé. Fait que un des plus connus, en fait, c'est les Tiny Desk Concert de NPR. Ça a commencé, en fait, en 2008. C'est, dans le fond, c'est arrivé vraiment par accident, cette idée-là. Il y avait Bob Boylan qui animait All Songs Considered, puis Stephen Thompson qui est le music editor chez NPR. Puis il était dans un petit bar à South by Southwest, puis il voulait voir une perfo de Laura Gibson. Puis les gens parlaient, personne n'écoutait. Puis là, il était comme tellement fâché. Il était comme, il faudrait faire en sorte qu'on crée vraiment un univers propice à ça. Fait que pour la première prestation, ils ont invité Laura Gibson. Puis c'est fait vraiment dans le vrai bureau de Stephen Thompson. Fait que c'est vraiment dans son bureau que les perfos se font. Mais ça, est-ce que c'est encore le même qu'on voit aujourd'hui quand on regarde NPR? Ça n'a pas changé depuis le départ, non. C'est un vrai bureau. Okay. Ouais, c'est un vrai bureau. Ben, tu sais, j'imagine, ils ont rajouté, tu sais, des étagères, des vinyles, mais c'est vraiment, c'était vraiment ça le but. Puis ce qui est particulier avec les Tiny Desk, il y a pas d'animateur, en fait. Tu sais, il y a personne qui parle, qui introduit, qui met en contexte. Puis c'est souvent des assez courtes prestations. Parfois, c'est le chanteur ou la chanteuse, l'artiste qui lui-même fait une animation dans certains cas. C'est vrai, t'as raison, ouais. Qui fait des transitions entre les chansons. Moi, un de mes préférés, puis c'est un peu inattendu, c'est celui d'Usher. Le Tiny Desk d'Usher est excellent. Je pense pas que je l'ai vu, celui-là. Ah non,
non, allez le voir. C'est moi, j'aurais pas regardé. Je sais pas comment je suis tombée dessus, mais je le regarde souvent plusieurs fois par année parce que il est vraiment bien fait. Puis son animation, il est drôle, Okay. il est comique, il est comme un esprit preacher. C'est vraiment bon. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Puis j'ai dit que c'était le bureau de Steven, mais c'est le bureau de Bob. OK. Bob Steven. Puis ils sont basés là dans le quartier général de NPR à Washington. Il y a eu, depuis la création, il y a eu au-dessus de 1150 performances différentes, depuis 2008. Puis même durant la pandémie, ils ont fait des homes NPR. Je sais pas si tu avais vu celui de Dua Lipa, là. Oui. C'est un des plus regardés là sur la plateforme. Qui d'autres tu penses qui sont dans les top views? Mac Miller, ça se peut-tu? Ouais. Puis il est excellent, celui de Mac Miller aussi. Vraiment, ouais. Ça, c'est celui qui est le plus. C'est autour de 143 millions là, de vues. Puis l'autre, c'est Anderson .Paak. Oui. Quand il est allé aussi, c'était assez chouette de le voir. Il est tellement sympathique. Là. T'as tellement envie d'être son ami. Puis il y a aussi, quand Justin Timberlake est allé, il y avait genre au-dessus de 12 musiciens, puis David Byrne aussi, il disait que c'était vraiment là, les fois où ils ont rentré le plus de monde dans le tout petit bureau. Et autre petit fun fact, t'as sûrement vu la prestation de Turnstile. Non. Oui. Du body surfing. Oui. C'était la première fois qu'il y avait du body surfing au Tiny Desk. Veux-tu que j'enchaîne sur KXP? Ouais, si tu veux, parce que oui. Oui, non, la chanson de KXP, ben je pense qu'il va falloir que je fasse 2 skips. L'ordinateur fait quelque chose que j'ai jamais vu, mais regarde, on est à radio communautaire, on s'amuse, on est là pour un bon temps. C'est comme tu veux, je peux mettre la chanson de KEXP que tu veux qu'on mette, si tu veux prendre une gorgée d'eau comme à ta convenance. Ouais, ben je peux peut-être parler rapidement là comment ça a commencé aussi KXP. Fait que même année 2008, je pense que là c'était vraiment l'essor de YouTube et comme les perfos live. Fait que KXP, c'est une petite station de radio à Seattle. Puis eux, ils ont vraiment poussé ça, tu sais, de manière très professionnelle. Tu sais, c'est vraiment enregistré dans un studio. Il y a vraiment les sound engineers qui sont là pour s'assurer que ça sonne bien. Puis ça, c'est intéressant parce qu'il y a une animation aussi. Fait qu'il y a une petite entrevue. Puis c'est des perfos. Règle générale, ils font entre 4 et 5 tunes. Fait que c'est super intéressant de voir. Puis je vais toujours me rappeler la perfo. La tune qu'on va aller écouter, c'est une tune de Mets. Je me rappelle, quand j'ai vu cette perfo-là, j'ai fait « Oh my God! » Tu sais, les gars, moi, j'avais déjà vu Mets. Je suis une fan depuis la première heure. Mais quand je suis tombée sur la perfo en 2017 de KXP, j'ai fait « Oh my God! » Ils se donnent donc bien, tu sais, pour une affaire qui est comme juste à la radio, tu sais, mais finalement c'est filmé aussi, mais l'énergie qu'ils avaient là, c'était complètement hallucinant, fait que je vous recommande d'aller voir aussi la perfo. Puis eux, il y a pas de public. Non, c'est exact. ça, c'est vraiment plus axé sur l'esthétique, le son, mais ils jouent devant personne. Exact. Ils jouent devant le host, en fait. C'est ça. Là. Alors que Tiny Desk a souvent un petit public dans la salle. Ça, c'était une des différences. Fait que la tune que j'ai choisie, c'est Cellophane, qui est sur l'album Strange Peace. Puis quand ils sont allés en 2017, ben c'était pour faire aussi la promotion de cet album-là. C'était animé par Cheryl Waters, qui est super bonne. Moi, je la trouve très cool. Elle en fait souvent là, des KXP. Donc, on lance ça? Oui, on lance ça. Puis il faut aussi, on peut pas parler de KXP sans mentionner Angine de poitrine. Ben oui, l'éléphant dans la pièce, sont rendus à 8,6 millions de vues sur YouTube. C'est assez incroyable ce qui leur arrive pour vrai. C'est sur cette plateforme-là qu'ils ont explosé. Absolument. Parce que de ce que j'ai compris, il y avait des gens de QXP à Pop Montréal qui les ont vus sur le toit du Rialto, Pop Montréal comme show emblématique. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ils ont eu à partir de là, ils ont booké pour faire. Mais c'est-tu à M pour Montréal ou à Pop Montréal? Parce qu'ils ont fait moi, j'étais
J'étais là dans les T'étais deux là aux shows. deux? Puis M pour Montréal, c'est plus là d'habitude que t'as comme les promoteurs qui je veux C'est pas. Pop Montréal. J'ai vu un Ok. TikTok de la Ça fille se de peut. Pop Montréal Ok. qui dit que c'est grâce à Pop Montréal, mais j'ai pas vu la version d'M pour Montréal. Je sais pas exactement c'est grâce à quel de ces deux festivals incroyables qu'on a à Montréal. Ben oui. Mais c'est parti d'un show sur un toit. Puis ça a fini à KXP. Puis c'est rendu comme C'est le rendu groupe le plus populaire worldwide. du Québec et Hey. de loin en ce moment. Ils ont Vraiment. sorti un album la semaine passée. Ouais. Mais tout le monde en parle partout. Fait que je pense qu'on peut revenir à Oui. ton à ton Metz, aller écouter C'est le fan. Ça se peut qu'il y ait un petit skip 2 fois. On essaye ça. Puis si jamais c'est une chanson live, c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Et voilà. OK, let's go. On va aller écouter. OK, j'essaie quelque chose. On va écouter Les Amants de Pompéi, version live. Je vous en parle après. La prochaine, ça va être. C'est le fan promis. Ça, c'est vraiment pas la même chose. Voici un album live québécois. Montréal, je veux vous entendre.
yes, bravo, bravo. Même si on fait des erreurs, c'est pas grave. On s'est fait applaudir, c'était par la foule. OK, fait que si je récapitule, on était censé écouter Metz sur les ondes de CISM, La Marge, parce qu'on fait une émission spéciale sur les albums live et les prestations web. Puis Stéphanie, tu nous as bien introduit les Tiny Desk, une histoire super intéressante. Puis on était censé aller écouter une prestation, pas au Tiny Desk, mais à KEXP. Mais il y a eu un bug de ma faute. C'est pas, je prends responsabilité. Un bug de Stop Next des boutons de CISM. Fait qu'on est tombé sur un autre sujet qui était les albums live au Québec. Je peux peut-être glisser un mot là-dessus. Ben puis oui, après, inquiétez-vous pas, on va mettre du Met. Pour ceux qui veulent du gros rock à l'état pur, on vous a pas oublié, on va le remettre. Mais comme on a entendu Lou Ariane Roy, Thierry Larose faire ensemble Les Amants de Pompéi, je peux mettre un peu en contexte pourquoi on l'a écouté. C'est que c'est l'album live des dernières années qui a le plus vendu, qui a été le plus populaire. C'est vrai. Puis ça a même étonné la maison de disques. Les vinyles ont parti comme en quelques, je sais pas si c'était des minutes, des heures ou des secondes, mais ça a fait un effet bombe dans un temps où les CD vendent plus difficilement. Ben oui, le vinyle a été vendu très rapidement, en effet. Merci à Mathieu Aube, qui est celui qui m'a mis la puce à l'oreille concernant les albums live, parce que sinon, moi, j'étais plus dans, Offenbach, Harmonium, des groupes qui n'ont pas échappé à la vague d'albums live du classic rock, en ont fait aussi. Puis moi, dans mes préférés, il y a celui d'Offenbach, parce qu'on y trouve la chanson Les Malamours de Jerry Boulet, qui est magnifique sur l'album Fusion. Puis sinon, au Québec, il y a toi, est-ce que t'en as en tête? Il y a 2 artistes forts de notre génération qui ont fait des albums live puis qui ont quand même aussi vendu beaucoup. Ouais. Dans la sphère alternative, un peu. Mais si tu veux, si t'as pas rien en tête, je peux tout te le nommer. Non, vas-y. Exit de Jean Leloup. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. Quand il a tué Jean Leloup, il a fait un album concert ouais. avec des extraits de différents spectacles. Puis il y a des chansons inédites qui sont sur cet album-là. Puis c'était accompagné aussi de son documentaire Le Roi Pompon, je pense. Je me rappelle plus du titre exact. Mais c'était pour célébrer la mort de Jean Leloup. Puis sinon, il y avait aussi, plus dans les années, un peu plus tard, les Cowboys Fringants au Centre Bell pour inaugurer aussi ce moment fort de la carrière des Cowboys Fringants qui ont pu remplir le Centre Bell à plusieurs reprises. Ben oui, t'as raison. Fait que ça, c'était les 2. Je l'avais acheté, moi, celui des Cowboys. Mais j'avais assisté. J'étais bien fan au secondaire. Ouais. Je sais pas si parce qu'il y a eu plusieurs dates, fait que je sais pas si j'étais à celui-là. C'est l'album Attache Tatuk. OK. Puis je réécoutais quand je m'ennuyais d'aller voir des spectacles des Cowboys Fringants. Fait que c'est pas mal ça mon rapport, moi, aux albums live. C'est que quand je m'ennuie d'un spectacle ou quand j'ai envie d'écouter quelque chose qui me donne une ambiance, comme j'étais allée courir tantôt aussi, puis avec notre émission, je me suis fait une liste de lecture des meilleures performances live, puis je me sentais supportée par une foule de stades. Oui. Il y a Céline Dion aussi qui a fait des super bons albums live, puis elle est tellement impeccable quand elle chante live que je préfère l'écouter devant un public en studio parce que t'as aussi le charme de Céline. Puis parlant des prestations live au Québec légendaire, il y a Céline au Plaines d'Abraham. Je sais pas si t'as déjà entendu C'est beau. Oui. Quand elle invite Ginette Renault, que la foule explose. Ben oui, mon Dieu. Puis t'as Jean-Pierre Ferland qui se met les mains sur la tête. Céline Dion qui pleure. Ah oui, puis à la fin, il arrive à l'unisson avec la note finale. C'est magnifique. C'est une de mes prestations préférées. Puis Jean Leloup aussi, j'en ai une, mais c'est pas sur Exit. Mais il fait comme un medley avec le Dôme. Il y a aussi Je joue de la guitare, puis il y en a une entre les 3. Puis c'est juste pendant 10 minutes, tout qui s'enchaîne super bien. Oui. Mais Jean Leloup, c'est sans d'encre, le Dôme, puis Je joue de la guitare. OK. C'est magnifique, une back-à-back. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe au Québec. On fait de la bonne musique, puis on est capable de les retrouver aussi. Mais, tel que promis, on reprend on reprend l'émission avec les 2 mains sur le volant, puis on va aller écouter Metz tel que promis, tel que prévu, puis on revient avec d'autres informations, d'autres sujets passionnants sur les albums live et les prestations live. Mais pour tout de suite, Metz.
C'était Metz, comme on vous l'avait promis. Discover new music at d'anticipation, là, sur cette tune-là. listenerpowered.kexp.org. Merci beaucoup, mademoiselle, qui nous a dit que c'était à KEXP. Cheryl, merci Cheryl. Oui, merci Cheryl de nous ramener, ben pas de nous ramener à l'autre, mais d'avoir dit pour nous qu'est-ce qu'on a écouté. Ça, c'est quand même pratique, même si ça nous a coupé la parole. C'était super bon. On voit, c'est ça, c'est très différent. Mais si tu m'avais pas dit, ça sonne quasiment studio. Ça se peut... Ben oui, c'est ça, c'est tellement professionnel. Quand j'avais pas vu que tu avais choisi que tu avais retrouvé la perfo live, mais c'est à s'y méprendre. Oui, là, oui, tellement, oui, ouais, oui. vraiment. Oui, c'est ça, c'est comme c'est surtout tu pourrais l'écouter tu peux l'écouter dans tes oreilles là sans voir la vidéo, mais ces prestations là, qu'est-ce qui sont le fun, c'est surtout de les voir, tu sais, ça c'est pour ça qu'il n'y a pas de compilation de KEXP ou des Tiny Desk. Pourtant, ça serait intéressant, mais c'est que c'est fait pour être vu, c'est pour accompagner une image plus que le son. Tandis que album live, c'est de ressentir, tu sais, c'est vraiment sur l'ambiance puis le ressenti de l'émotion que tu peux écouter. C'est conçu sans que tu aies besoin de voir l'image. Puis là, quand MTV est arrivé, les vidéoclips, ça a changé un peu la donne. Puis toi, on continue, on a écouté KEXP. Puis tu voulais nous parler des autres types, peut-être plus dans la francophonie ou des autres stations qui font ce genre d'exercice? Exact. Fait que j'ai parlé un peu des plus gros, là, Tiny Desk puis KEXP, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a Audio Tree qui en a fait, BBC Radio 1, The Current, Paste. Fait qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Puis dans la francophonie, il y a eu la Blogothèque, les concerts à emporter. Donc ça, je pense que c'est né là en France. Ils se sont promenés. Eux, ils ont été vraiment les précurseurs. Ça a commencé en 2006. Puis si on vient ici au Québec, il y a eu les sessions bande à part. Ça c'était puis tu vois quand j'ai préparé l'émission, tout de suite j'ai pensé au truc américain, puis là j'ai commencé à chercher puis j'ai fait ben oui, ça l'a existé, ça. Puis c'était filmé à Radio-Canada, dans la vieille tour brune. Puis maintenant, Radio-Can en font encore. C'est sur mesure. J'étais à celui des louanges la semaine passée. C'était magnifique. Juste acoustique, hein? C'est lui puis sa guitare. Puis il a fait son nouvel album, mais aussi d'autres, de ses, genre, je pense que j'ai entendu des extraits de La Nuit est une panthère. Ouais, exact. Il a enchaîné beaucoup de nouvelles tunes, puis à la fin, super dépouillé, il a joué Tercel, La Nuit est une panthère. C'était vraiment magnifique. Il était très généreux avec son public dans la promotion de cet album-là. Visiter les disquaires un peu partout. Vraiment. Ouais. Il y a eu beaucoup d'anticipation aussi sur cet album-là. Ouais, assez pour que moi, ça m'agaçait un peu, autant d'auto-promo, mais ils ont pas le choix aujourd'hui de le faire de cette façon-là, parce que quand il est sorti son premier single, je pense que c'était au mois de octobre. Ça fait longtemps. Puis là, j'ai vu que la date était en avril, puis je me suis dit, OK, fait que ça va être comme ça jusqu'à temps que l'album sort. Puis c'est des pièges parce que, tu sais, quand tu sors 5 singles avant que l'album sort, t'as pas l'impression d'avoir écouté l'album quasiment. Oui, puis après quand tu l'écoutes, il est un peu dépouillé de son fil directeur parce que t'as entendu des pièces à la pièce. Fait que ça peut, c'est ça. Je pense que pour certaines personnes, pour les mélomanes, ça peut être quelque chose qui est vu comme agaçant, mais en même temps, la musique se consomme de cette manière-là aujourd'hui dans les listes de lecture. Ils n'ont pas le choix de publier pour comme faire parler d'eux. Fait que je comprends. Je suis une grande fan d'albums, là. Moi, tu sais, c'est comme un livre, là. Tu sais, tu peux pas juste prendre des bribes ici et là. Pour moi, ça fait du sens que ce soit tout ensemble. Jean aussi est de cette école de pensée-là. Quand tu parlais de la blogothèque, je suis allée retourner voir les vidéos, puis ce qui était cool d'eux, c'est que souvent c'était dans la ville ou dans des scènes urbaines, là. Moi, j'avais beaucoup aimé Bon Hiver, qui chante, je pense, dans une petite
pièce avec plein d'échos, puis avec des personnes, t'es pas sûr qu'ils font partie de Sorbel, mais ils chantent For Emma, Forever Ago. Il y a aussi une pièce qui est on dirait qu'il est dans le salon de quelqu'un, puis il fait The Wolf Part 1, Part 2, The Woods Part 1, Part 2. C'est tellement beau. Puis Beyrouth, qui eux se promènent dans la ville, prennent le métro. Les fanfares, puis tu vois les gens qui prennent leur café sur les terrasses, puis ils se retournent, ils sont comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça vaut la peine de retourner plonger là-dedans. Là. C'est des super beaux shows. Puis justement, on va aller en écouter un extrait d'une chanson qui était produite par la Blogothèque, mais qui est québécoise parce que ça s'est passé au FME. Veux-tu nous parler de ce qu'on va écouter? Oui, je suis très contente que tu aies trouvé cet extrait-là, en fait, parce que quand je suis tombée je suis retournée lire sur Session Bonaparte, l'historique, tout ça, j'avais vu, en fait, que Malajube était allé pour la sortie de l'album Labyrinthe. Ça, c'était, je pense, en 2009. Ouais, qui sont allés, ça a commencé en 2001 quand même, les sessions Bonaparte. Ils étaient assez précurseurs, ouais, vraiment. Tu sais, il y a eu des artistes comme Duchess 16, Mon oncle Serge, Impasse, assez variés. Ouais. Mais puis on restait quand même dans un univers alternatif. Avec tout ce que tu as nommé, il allait pas recevoir Isabelle Boulay. Là. C'était toujours dans la musique plus émergente. Exact. Puis la chanson que j'ai choisie de Malajube, de l'album Labyrinthe, c'est Les Colamboles. Fait que ça a pas été un single, mais moi, c'est vraiment la tune qui me fait triper sur cet album-là. Il y a une grosse passe de drum en plein milieu, un peu, tu sais, le drummer, c'est un gros fan de punk, de hardcore, puis là, tu vois qu'il s'est comme laissé aller dans ça. Par contre, la chanson qu'on va aller écouter, c'est acoustique, donc on n'entendra pas ce bout-là, mais... Parce que je vous invite à aller écouter sur YouTube la séance bande à part où on entend ta chanson Les Colamboles, mais quand l'extrayant de YouTube, c'était pas optimal. Ça aurait peut-être fité finalement dans l'émission d'aujourd'hui qui a été très décousue, c'est ça, assez chaotique. Mais là, vu qu'on a repris le contrôle, je pense que je vais opter pour celle de 2 minutes et demie qui a été enregistrée au FME par l'équipe de la Blogothèque. Fait qu'on n'entendra pas le drum, mais allez sur YouTube écouter après l'émission pour voir tout ce que Stéphanie vous a parlé. Fait qu'on s'en va écouter ça. Puis on revient après pour d'autres bonnes musiques, bons sujets à effet sonore. Un, 2, 3, 4. Mais je
pour les colombes. Pour les colombes. C'était Malajube et les Colomboles en direct du FME. On pense que c'est en 2011. Ce soit en 2009 ou en 2011. C'est un vidéo, puis un extrait qui a été financé par ou produit par la Blogothèque dont on a parlé dans cette émission dédiée aux prestations live, aux albums live, à la musique qui est faite pour autre chose que des albums. On pourrait dire, non, pas que c'est autre chose pour des albums, mais qui est autre chose que du studio. Que du studio. C'est ça. On est une émission anti-studio parce que oui, le studio nous font faire des erreurs. Ça fait faire des erreurs aujourd'hui. C'est un peu l'esprit du live. Mais voilà, finalement, tout ça, c'était prévu. Ouais, exact, c'est ça. Ça fait la beauté de la vie. Il y a des fois des moments qui sont un peu plus impromptus puis on fait des erreurs, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on continue et qu'on n'arrête pas. OK. Fait que là, la partie dont je voulais vous parler au début, c'était poursuivre l'historique des albums live. On est en fin d'émission, mais je vais quand même aborder les plus mythiques ou les plus emblématiques. On a déjà évoqué Peter Frampton Comes Alive, sorti en 1976. C'était un succès massif. Lui, c'est ça, ses autres albums se sont fait poète-poète, là. Ils ont quasiment pas rien vendu. C'est juste un album live, ouais. C'est assez surprenant, là. Oui, il y avait un autre groupe, je me rappelle plus du nom, mais à 5 ans avant la sortie de Frampton Comes Alive, il avait sorti 3 autres albums. Ça n'a pas eu de grand succès, mais il a beaucoup tourné. Fait qu'il était vraiment rendu solide sur scène. Puis, je pense que c'est peut-être l'idée de son gérant. Il a dit, on va sortir un album où on te voit, tu sais, on va entendre la foule t'acclamer parce que, tu sais, ça va donner une légitimité à ta musique. Puis, comme de fait, ça a tout changé sa trajectoire pour lui. Puis ça, c'était l'esprit des albums live des années 70. Fait que c'était une consécration. Mm-hmm. C'était souvent des albums doubles. Puis ça allait être, on veut l'interaction de la foule dans le stade. On veut l'entendre, tu sais, des milliers et des milliers de personnes chanter les paroles de tes chansons. Fait que c'était un incontournable. On peut passer à Led Zeppelin, les Rolling Stones. Ils ont tous passé par là. Puis c'était des CD qui avaient un grand succès commercial. Puis outre ces grands albums qui dans l'univers du classic rock, il y en a eu d'autres, dont un des plus populaires, c'est peut-être celui de Johnny Cash, Live at the Folsom Prison, qui est l'album qui a sauvé sa carrière, même si au départ, c'était pas pour des raisons pécuniaires qu'il avait fait ça, c'est parce que il était fasciné par l'univers des prisons. Il écrivait sur c'était quoi la vie d'un prisonnier. Puis son gérant, il a dit, hey, on essaie-tu d'aller faire un spectacle devant plein de prisonniers? Puis il a enregistré l'album. Puis on peut entendre les bruits des gardes qui demandent aux hommes, aux prisonniers d'aller s'installer devant Monsieur Cash. T'entends les bruits, les tintillements des barreaux. Les barreaux, ouais. Fait que ça, c'est assez unique dans l'univers des albums live. Puis c'est aussi un incontournable. Je vous invite à aller l'écouter. Il y a eu la phase du psychédélisme avec Jimi Hendrix, Grateful Dead, où là, on entendait, c'est des chansons de 3 minutes qui étaient transformées en gros trip de 20 minutes avec la distorsion de la fumée, des guitares en feu. Jam, ouais, ça a été capturé dans les albums Live à Monterey, Band of Gypsy de Jimi Hendrix. Puis quand on est arrivé vers les années 80, où là, MTV est rentré en compte, il y avait des vidéoclips, on voulait de l'image. On est tombé dans des concerts plus conceptuels, fait que live, mais qui étaient faits pour produire un visuel intéressant. Puis, parmi ceux-là, il y avait Stop Making Sense, des Talking Heads, qu'on peut revoir encore aujourd'hui, ce film-là, être projeté au cinéma du parc de façon annuelle, je pense. Je le revois souvent à leur programmation. Puis, ça vaut la peine tant de le voir que de l'écouter. Moi, c'est un de mes albums live préférés. On va aller d'ailleurs écouter une chanson d'eux que j'ai tirée. Ce serait pas les Talking Heads, mais ça va être le Tom Tom Club qui a été invité parce que deux des membres du Tom Tom Club faisaient partie de Talking Heads. Puis pour ce spectacle-là, ils les ont invités. Fait qu'on va aller écouter Genius of Love. Mais avant aussi, on peut pas passer à côté des MTV Unplugged. Ben oui. Dont les plus iconiques. Nirvana. Moi, je travaille au HMV quand le DVD est sorti. Puis à mon grand plaisir, ça jouait tout le temps au HMV pendant qu'on travaillait. Quel album. Je pense que je travaillais au magasin de disques aussi pendant cette période-là. C'est 2008, là, 2007-2008. Moi, j'ai été là de 2007 à 2010 là, au magasin de disques. Fait que, on en a vendu le CD, DVD du MTV Unplugged, Nirvana. C'était hallucinant, sa voix là, tu sais, ultra dépouillée, puis tu sais, tu vois que comme
Je suis sûre qu'il aurait fini sa carrière en faisant du country. Là. Ah oui, Kurt Cobain, intéressant. je trouve qu'il y a vraiment Ouais. le petit grain. Oui. Tu sais, un peu nasillard, tu sais, quand il pousse pas trop sa voix, là, c'est... Oui, puis dans ce contexte-là, non, parce que c'est acoustique. Il y a quand même, ils sont pluggés à certains endroits. Il y a la bass, il y a le drum, puis il y a la guitare, mais c'est que c'est pas le grunge de Nirvana. On est dans un univers plus intimiste. Ouais. Puis c'est fou parce que c'est paru après sa mort, tu sais. Personne n'y avait eu accès avant. Fait que c'est comme un hommage ou une lettre d'amour, là, de Nirvana pour nous. Fait que on en écoutera pas parce que je suis pas sûre que CISM accepterait que je fasse jouer du Nirvana. Mais on va aller écouter un petit extrait des Tom Tom Club, puis après on revient pour finir l'émission en beauté avec une découverte de Stéphanie. Fait que à tantôt. Here's another weapon coming at you right now, ladies and gentlemen, the Tom Tom Club. So check it out. Shock. 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 Check it out. What you gonna do when you get out of jail? I'm gonna have some fun. What do you consider fun? Fun, nasty fun. The girls can do it too, y'all. With my boyfriend, my loving boyfriend, there's no beginning and there is no end. Time isn't present in that dimension. Sure ain't. You take my arm when we're walking, rolling and walking. It's one time I'm glad I'm not a man. Feels like I'm dreaming when I'm not sleeping. Check it out. On that weekend, boyfriend was missing. I sure am missing having him holding in his warm arms. We went insane when we took cocaine. Psychedelic and funkadelic. And everything is just jumping out of sight. All night. Check it out. Stepping in a rhythm to a Curtis Blow. C'était Tom Tom Club en version live dans l'œuvre Stop Making Stands des Talking Heads. Vous êtes sur les ondes de CISM Effets sonores dans cette émission musique pas enregistrée en studio. Je pense que c'est ça notre conclusion d'aujourd'hui. Mais là, on va faire exception parce qu'on termine avec une recommandation de Stéphanie, une découverte récente comme on aime faire à Effets sonores pour terminer. Fait Oui. que parle-moi de ton coup de cœur. Eh oui, c'est Charlotte Cornfield. Coupable, je ne la connaissais pas. Elle vient de lancer son 6e album studio le 27 mars dernier. Puis ça tourne en boucle chez moi. J'adore sa voix. Vraiment l'instrumentation, le vibe, c'est quand même assez folk. Elle a une super belle voix, un peu country aussi. Il y a du steel guitar. Country folk, ouais. Ouais, exact. Puis elle est originaire de Toronto, mais elle a étudié le jazz ici à Montréal, à Concordia. Ah ouais! Ouais. Fait qu'elle est venue étudier ici. Puis là, elle est retournée là à Toronto. J'ai regardé, il y a pas de date de tournée. Je sais qu'elle a fait un petit show cette semaine à Toronto, dans une toute petite place. Je sais pas si c'est une habitude qu'elle a, elle préfère, tu sais, faire du studio ou elle va annoncer sa tournée un petit peu plus tard. Mais comme elle est pas trop loin, j'espère qu'elle va faire un petit
pit stop à Montréal. J'aimerais beaucoup ça la voir. Donc, la chanson que j'ai choisie, c'est Long Game sur son album Hurts Like Hell qui est sorti le 27 mars dernier. Super belle chanson. Elle parle de Pop Montréal dans cette chanson-là. Fait que je pense que j'ai accroché quand j'ai entendu Montreal. J'ai fait yes. Oui, c'est vrai. Oui, je la connaissais cette chanson-là. Je pense que avant que l'album sorte, c'était un single. Ou quand je l'ai entendu, je l'ai tout de suite reconnue. Ou c'est peut-être parce que ma préférée, Emily D. Hawks, c'est elle aussi la chanson qu'elle a mis de l'avant. Fait qu'on va aller tout de suite l'écouter puis on va se dire bye en même temps. On n'aurait peut-être pas le temps de l'écouter au complet, mais ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Absolument. Merci d'avoir bien embarqué dans cette montagne russe un peu décousue de ce spectacle live, de ce show live sur les spectacles live. On se reparle bientôt. Puis, on se reparle la semaine prochaine avec Jean. Alejandro va être à notre micro. Puis, nous, on va se revoir Stéphanie au spectacle de Fuckers le dimanche prochain. À la SAT. Yes. Fait que bye tout le monde. Merci de votre écoute. Prenez peut-être une vivance pour écouter cette émission-là. Ça va vous aider à garder le fil. Au revoir. 19 at the bar with a nylon string guitar, 10 friends in the crowd, 2 drink tickets down, speeding off on a bike in the middle of the night, invincible feeling, jagged lines on the ceiling, paint job in my room. Someone should have said that kid needs a vacuum. And it sure as hell wasn't you. You were putting up a curtain in my moldy bathroom, bringing a pizza back, telling 2 truths, 1 lie. I really wanted to believe you. I really wanted to see you. Friday staying out, couch thrown down about love, burn copy of the best of, early till the fall, playing Pop Montreal. I wanted to make it a good one, I wanted to make it count. I was still having fun, worship my idols and wanted to be one. We're all listening to Neil Young. You said your favorite record was Zuma. I always dug you in your sense of humor. 2 a.m. with your hand in mine, 2 a.m. with our love in mind. It was our love and coming out of it unscathed was impossible. Changed, wasn't mystified in the same ways anymore. It's a long, long game to play when you're learning the hard way. It's a long, long game to play. It's a long, long game to play. It's a long